Bonjour à tous. Bonjour. Donc, ravi de partager ce moment-là avec vous. Merci d'être venu. Merci pour votre intérêt. Le but de ce webinaire est de vous donner quelques clés pour booster votre e-commerce sur Amazon. Donc, pour faire ça, nous sommes deux intervenants, Dorian et moi. Ce que je vous propose, c'est déjà de se présenter un petit peu. Et puis après, on a une petite présentation qui nous permettra d'avoir des éléments visuels et on passera ensuite à des questions-réponses. Allez, Dorian, je te laisse te présenter. Oui, merci Denis. Bonjour, enchanté de partager ce moment virtuel avec vous. Nous allons donc parler de concret, de Marketplace et d'Amazon en particulier. Donc moi, je suis Dorian, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le marketing, dans le cinéma sur Paris, et je suis revenu de 3 ans passés chez Amazon en Europe centrale, à Bratislava. Où j'ai travaillé d'abord chez Finops, tout ce qui est service finance France, puis chez Amazon Advertising Europe 4, France, Italie, Espagne, UK, où j'étais le point de contact France, puisque nous, Français, nous sommes rares en tant que natifs chez Amazon, qui plus est en Europe de l'Est. Voilà, enfin, je suis revenu en France au service des marques et des entreprises comme vous, pour mieux appréhender le colosse d'Amazon. Du coup, riche de cette expérience, j'ai rejoint Parly l'année dernière, chez qui nous créons et continuons de développer des logiciels et l'intelligence artificielle taillée pour les géants du net. Denis, je te laisse la main pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Parfait. Donc, Dorian est donc responsable de la BU Marketplace chez Parly. Donc, Parly, c'est une société que j'ai cofondée il y a 7 ans maintenant. Moi, avant Parly, j'ai eu déjà plusieurs expériences entrepreneuriales. Je me suis toujours intéressé au marketing digital et au e-commerce. Parly, en quelques mots, c'est une société donc, qui existe depuis 7 ans, qui travaille avec à peu près un peu plus de 200 clients en Europe essentiellement. On est spécialiste du prix et des marketplaces. Notre histoire, en fait, elle décrit un petit peu nos différents savoir-faire. On a commencé il y a 7 ans à faire de la veille tarifaire. Donc l'idée, c'était de pouvoir surveiller les prix sur le web, donc les prix des concurrents quand on est un e-commerçant, les prix des retailers qui distribuent nos produits quand on est une marque, de voir aussi quand on est une marque le prix des produits alternatifs des marques concurrentes. On a du coup développé toute une suite de visualisation de ces différentes data. Ensuite, on s'est rendu compte, nos clients en fait nous ont dit que c'était bien de savoir connaître le prix des concurrents, mais si on ne pouvait pas se repositionner, c'était un peu dommage. Et donc, du coup, on a développé la partie repricing intelligent et automatique. Donc, on va utiliser de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle pour le faire et puis pour consolider des stratégies prix. On en reparlera plus tard. Et donc, voilà, une fois qu'on est arrivé à ce deuxième cœur de métier, on a eu des clients toujours qui nous ont dit « Écoutez, c'est bien, vous nous accompagnez depuis 2014, mais en fait, il s'est passé un truc depuis 2014, donc on avait vu aussi, mais il y a beaucoup de business qui passent par les marketplaces maintenant. Comment on fait pour gérer ça ?» Et donc, c'est vrai qu'en 2014, Amazon, ce n'était pas forcément l'acteur qu'on connaît aujourd'hui. C'était d'ailleurs pas si connu que ça en France. Et on a développé toute une solution d'accompagnement marketplace. Pour ce faire, en fait, on a recruté des experts pour aller plus vite. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'on a commencé à recruter et qu'on a recruté Dorian, qui était chez Amazon. Donc, le but, voilà, c'était de modéliser son savoir-faire, de pouvoir l'exécuter et de pouvoir, en fait, avoir le meilleur des deux mondes. Un consultant intelligent qui vous aide à mettre en place la stratégie et des robots très bons en exécution qui ne dorment pas la nuit, qui ne jouent pas avec leurs enfants le week-end. En ce moment, on est tous confinés, donc on pourrait passer du temps à changer nos prix manuellement, ou nos publicités. Mais bon, le jour où on sera déconfiné, on sera content que ce sera des robots qui le fassent. Voilà, donc aujourd'hui, à peu près 200 clients en Europe, ça je vous l'ai dit, dans des secteurs très variés, quasiment tous les domaines du retail.
Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans une petite présentation. Je pense qu'on en a pour une petite quarantaine de minutes. On va aborder les différents sujets et vous donner des clés. On passera des questions-réponses en suivant. En introduction, je voulais quand même revenir sur le fait qu'on parle beaucoup d'Amazon. Pourquoi on parle beaucoup d'Amazon? Parce que j'ai un peu dit, hein, c'est devenu un phénomène incontournable. C'est soit une menace, soit une opportunité, hein. C'est-à-dire que si on n'adresse pas Amazon, c'est une menace, parce que c'est un concurrent féroce, parce que on va souvent retrouver des produits de notre marque malgré nous, des fois sur la marketplace qui sont revendus par des tiers. C'est une opportunité à partir du moment où on s'y penche parce que tout simplement c'est une part croissante du e-commerce, c'est une part déjà aujourd'hui prépondérante. On sait que le Covid ne fait qu'accentuer ces éléments-là. Alors, je vais parler d'Amazon, mais en fait, sous les couverts d'Amazon, et c'est d'ailleurs notre accompagnement aujourd'hui chez Parly ne se fait pas que sur Amazon, mais aujourd'hui, c'est l'ensemble des marketplaces qui est concerné par cette croissance plus rapide que le marché e-commerce en lui-même. Donc, il y a de moins en moins de pure players en termes de part de marché, de plus en plus de marketplaces. Donc, on voit par exemple Amazon Cdiscount, si on prend les deux, c'est les parts de marché du e-commerce en France, on voit que si on prend Amazon Cdiscount réunis, on est déjà quasiment un tiers du e-commerce français. Et on voit que dans les prépondérants, à part VP et showroom privé, on n'est que sur de la marketplace aussi, puisque Fnac, Darty Boulanger, La Redoute ont des marketplaces. D'ailleurs, avec Miracle, pour trois d'entre elles, Miracle qui a levé 250 millions d'euros il n'y a pas très longtemps. Donc ça continue à consolider cette vision-là du marché très tourné de plus en plus, en tout cas sur les marketplaces. Et même des sites qui n'étaient pas marketplace avant le deviennent, quoi. Donc, c'est le cas, par exemple, Leroy Merlin sont en train de tester une solution de marketplace, par exemple, et ils vont probablement ouvrir fortement la marketplace. Leur solution marketplace. Autre point important, on parle des parts de marché des principaux acteurs du e-commerce. Ce qu'il faut savoir, le e-commerce, c'est que c'est aussi une question de visibilité. Aujourd'hui, c'est pour ça que Google est très fort et souvent très présent dans les budgets marketing parce qu'il représente 51 millions de visiteurs uniques par mois en France. Alors, ce qu'il faut considérer, c'est qu'aujourd'hui, c'est talonné par des Amazon et Cdiscount qui sont à 34 millions de visiteurs uniques et 22 millions de visiteurs uniques. Donc, du coup, si vous avez une politique très structurée sur Google, il faut commencer à la considérer aussi sur les marketplaces. Alors, le deuxième point, c'est la partie de l'introduction. Donc, c'est pour vous donner, comme vous avez vu, on est deux intervenants, on s'est présenté. Le but du webinaire, c'est de vous donner des clés directement consommables sur la marketplace pour que vous puissiez déjà repartir, mettre en place les best practices, commencer à avoir des premières idées ou consolider votre expérience. Hein. Et ensuite, de aussi vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans les différents cas de figure. Le déroulé du webinaire, c'est les essentiels de la marketplace. On ne connaît pas le niveau de maturité de tout le monde sur le webinaire. La publicité, est-ce que c'est une opportunité? Donc là, Dorian aura toute sa place, sa pertinence. Et la question du prix, parce que c'est un élément focal sur les marketplaces. Et ça, du coup, c'est moi qui reprendrai la main. Et pour finir, je laisserai Dorian présenter quelques nouveautés Amazon et quelques bons conseils. On aura bien sûr après quelques questions-réponses. Du coup, si je passe sur les essentiels de la marketplace, ce que je peux vous dire, c'est que on va avoir... Attends, juste, pardon, Denis, je te coupe avant que tu rentres vraiment dans le sujet. Je mets à disposition pour tout le monde 2 sondages qui vont nous donner un peu plus d'informations sur qui nous regarde et quels sont les besoins en particulier de chacun. Donc, vous avez 2 sondages sur l'onglet à droite, à côté du chat et des questions, et vous pouvez y répondre, s'il vous plaît, avec plaisir. Merci, Denis, pardon. Vas-y, je t'en prie. Super. Ok, donc du coup, merci Dorian. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a 2 façons de vendre en fait sur Amazon. Une première qui est le vendor, hein, le mode vendor. Donc on l'a symbolisé par le logo de la plateforme back-office Amazon Vendor Central. Alors c'est une solution qui est exclusivement faite pour les marques
exclusivement faite pour les marques qui sont appelées aussi par Amazon. C'est rarement dans l'autre sens que ça se passe. C'est une solution aussi qui peut s'adresser éventuellement aux revendeurs qui ont une forte exclusivité de distribution ou bien sûr leurs propres produits, auquel cas ils tombent dans le même cas que les marques. Les enjeux, c'est essentiellement, quand on est sur Amazon, en tant qu'Amazon Vendor, c'est de bien connaître sa concurrence, d'avoir un SEO et des fiches produits nickel, et une politique SEA, c'est les principaux leviers. La concurrence, il faut la surveiller pour connaître le range de prix qui est vendu, dans lequel sont vendus les produits concurrents, tout simplement pour aussi savoir à quel prix vendre à Amazon. De ne pas vendre trop peu cher à Amazon parce que des fois vous allez avoir quelques surprises, et voilà, tout simplement de voir aussi quels sont les produits des concurrents qui sont mis en avant en termes de SEA aussi, parce que ça peut vous donner de bons indicateurs sur les best-sellers sur la marketplace. Sur la partie, vous pouvez aussi regarder les seller rank, les sales rank des produits des revendeurs. C'est un bon indicateur pour voir quels sont les produits qui fonctionnent chez les concurrents. Ok, sur la partie SEO, c'est très important que vos produits soient bien référencés, populaires et des bons sales rank sur Amazon. Un des biais, parce que du coup ils seront beaucoup plus mis en avant. Après, le référencement naturel fonctionne un peu comme chez Google, hein. Il faut avoir parmi les mots-clés les plus recherchés sur la marketplace des mots-clés utilisés dans vos fiches produits. Les fiches produits, très important qu'elles soient très propres. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une augmentation du taux de conversion. C'est aussi perçu par l'algorithme Amazon de référencement et ça va vous permettre de remonter. Le SEA, donc ça, Dorian en parlera un peu plus, mais effectivement, le SEA est très important pour glaner de la data et puis aussi pour se positionner en publicité classiquement. Les dangers, c'est le prix et le choix du roi. Alors, le prix, c'est Amazon qui le définit, hein, dans le cas où vous êtes Amazon Vendor. C'est Amazon, finalement, fonctionne comme un retailer classique. Ils vont du coup avoir la totale liberté de fixer le prix qu'ils souhaitent, hein. C'est une dimension légale. On n'a pas le droit en tant que marque de définir, de demander à un revendeur de vendre à tel prix. Ils connaissent bien la loi d'ailleurs. Donc faire attention ça peut être un sujet, le prix, hein, quand c'est Amazon qui distribue. On l'a déjà vu à quelques reprises. C'est important de ne pas vendre, de pas faire des offres trop agressif à Amazon sous prétexte du volume, parce que vous pouvez vous retrouver avec une dégradation de votre marché. Le choix du roi, c'est tout simplement qu'Amazon va choisir vos best-sellers en général et ne va pas vendre toute votre gamme de produits, ni la référencer. Donc ça, c'est important de le savoir. La relation avec Amazon, c'est quelque chose qui est un facteur clé de succès de votre positionnement Amazon, parce que tout simplement, Amazon aujourd'hui a des milliers, voire millions de marques qu'il traite. Il ne les traite pas tous de la même façon. Et en fait, même des marques qui des fois font plusieurs centaines de millions en Europe ont du mal, et ça fait partie de nos clients. On a eu des cas de figure, on a des fois du mal, ne serait-ce qu'à avoir un contact fiable, réactif chez Amazon. Donc du coup, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir des gens qui connaissent la marketplace et qui peuvent vous renseigner. Autre façon de vendre sur Amazon, c'est Amazon Seller Central. Amazon Seller, pardon, et donc on a mis le logo Seller Central. Donc ça, c'est une solution pour les marques et pour les retailers. Donc là, c'est en fait, vous ouvrez une boutique sur Amazon, vous êtes complètement libre de fixer vos prix. En fait, c'est vendu et expédié par vous potentiellement. Je vais revenir sur ce point-là, mais vous créez une boutique en fait sur Amazon, vous devenez un vendeur tiers, et donc du coup, vous avez la main sur votre prix. Votre but, ça va être de récupérer la buy box. La buy box, c'est la boîte d'achat. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait l'attribut Amazon. Quand vous faites un achat et que vous attribuez le panier d'achat, en fait, est attribué par défaut par Amazon à un vendeur qui choisit. Donc souvent, c'est Amazon, hein, lui-même qui se choisit dans 40% des cas, mais dans 60% des cas, enfin, entre 40 et 50%. Et dans le reste des cas, donc entre 50 et 60%, c'est des vendeurs tiers qui vont agir sur la marketplace.
Donc du coup des vendeurs de toute nationalité. Si la buy box, en fait, elle se récupère avec du prix, on verra, on reparlera de ça dans la partie prix. Et après, le SEO, comme évoqué plus tôt, le SEO très important pour le taux de conversion, pour le référencement, enfin les fiches produits très importantes pour le taux de conversion et pour le référencement. Donc c'est un élément clé. J'ai mis SEO et en fait en creux, j'ai pas mis SEA. Pourquoi? Parce que si vous êtes retailer, si vous êtes marque et que vous êtes seller, aucun problème, faites du SEA et de l'advertising. Par contre, si vous êtes retailer, on va vous déconseiller, nous en tout cas, après chacun ses conseils, mais nous on va plutôt vous déconseiller de faire de la pub pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas beaucoup de marge restante en général quand on est retailer entre les frais Amazon et les frais de transport. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si vous faites de la pub sur un produit que vous vendez et que ça marche bien, ce n'est pas exclu qu'Amazon contacte la marque en direct pour essayer de distribuer la marque. Voilà. C'est d'ailleurs une partie des limites d'Amazon, enfin des limites de la partie seller centrale. D'autres limites, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme autre limite d'ailleurs? On pourrait citer donc les frais Amazon par rapport à Amazon Vendor par exemple. Donc les frais Amazon qui peuvent aller jusqu'à 15% du TTC, donc qui sont à prendre en considération. Enfin, FBA, FBM, pour ceux à qui ça ne parle pas, donc c'est Fulfillment by Amazon ou Fulfillment by Merchant. En fait, quand vous êtes seller, vous avez deux façons d'expédier. Soit vous avez un stock consigné chez Amazon, soit vous avez vous envoyez vos produits classiquement comme un e-commerçant lambda. L'intérêt, donc, c'est quand vous êtes FBA, c'est que vous allez être éligible Prime, donc vous allez pouvoir remonter plus facilement dans les choix des consommateurs et vous allez être mieux référencé d'une manière générale par Amazon. L'inconvénient, c'est que, alors aussi, un des avantages, c'est que tout le colisage, c'est souvent des très petits colisages pour les marques, des fois c'est un peu déstabilisant. Du coup, ça c'est géré par Amazon. Voilà, l'inconvénient, c'est qu'il y a forcément des frais qui sont pris par Amazon. Les best practices, toujours dans ces essentiels-là, donc vous avez les avis clients, l'amateurisme et la contrefaçon, le SEO et l'accompagnement offre par des experts. Donc l'avis client, c'est bien sûr essentiel d'avoir des bons avis sur ces produits. On va pouvoir, un produit qui n'est pas de bons avis va pas bien convertir, pas bien se vendre et se faire au fur et à mesure des référencés. Amateurisme et contrefaçon, il faut faire très attention à ça aussi parce qu'on a beaucoup d'amateurisme. Quand j'entends amateurisme, c'est des gens qui mettent en place qui prennent des photos, des fois pas officielles, des produits de la marque. Des fois, on a vu des produits pris en photo sur le sol du garage avec la tache d'huile à côté. Ça fait un peu tache justement. Tout ce qui est contrefaçon, c'est aussi présent, il faut le savoir. Hein. On a retrouvé des produits de certains de nos clients dans des photographiés et envoyés pas dans le packaging d'origine, mais dans des enveloppes cartonnées. Donc ça, c'est très problématique en termes d'image de marque. SEO, donc plutôt, ça je vous en ai déjà parlé, mais plutôt que de mettre votre description de produit, ce qui est intéressant, c'est de regarder les mots-clés les plus recherchés sur Amazon et de les inclure sur la thématique de votre produit et de les mettre dedans. Et l'accompagnement offre par les experts, c'est très important aussi, puisque ça vous permet non seulement d'avoir la bonne stratégie, on voit qu'il y a plusieurs façons d'aborder la marketplace différentes. Oui, pardon, je n'avais pas changé la slide, excusez-moi. Et aussi merci Dorian, et aussi donc ça vous permet d'avoir la bonne stratégie, et ça vous permet aussi quand vous êtes coincé, ça peut arriver, et que vous n'avez pas la réponse de Amazon, ça reste quand même une grosse machine, là d'avoir quelqu'un qui peut naviguer, qui a déjà des contacts et qui vous aidera rapidement. Les solutions qu'on apporte, nous, donc l'opportunité logicielle, c'est tout simplement une récolte automatique des avis clients et la gestion des réponses. Donc ça, c'est nos clients qui nous disaient, voilà, les avis clients, je sais que c'est important.
il y en a plein qui arrivent sur mes produits. Je ne vois pas forcément immédiatement quels sont les produits qui sont concernés. Et donc, du coup, c'est important pour moi de voir, en temps réel quels sont les avis clients donnés sur mes produits et de pouvoir y répondre de façon simple. Donc là, on récupère en fait automatiquement ces avis-là. Vous le voyez d'ailleurs dans le graphe de droite, c'est un des graphes, une des vues qu'on a à disposition hein, pour aider nos clients parmi d'autres. Hein, mais en gros, vous allez voir le nombre d'avis par mois et la teneur des avis. Donc, si vous allez avoir des avis 1 étoile, 2 étoiles qu'il faut adresser en priorité, ou des avis 5 étoiles. Donc là, on voit par exemple qu'en novembre, il y a presque une dizaine d'avis 1 et 2 étoiles à adresser. Et là, en fait, vous allez pouvoir directement dans la plateforme avoir un lien pour répondre sur Amazon sur le produit et pour ensuite avoir une gestion de cette réponse si vous avez une réponse pending par exemple. Analyse des mots-clés les plus populaires. Alors ça, c'est très important et très intéressant aussi. Là, je vous montre, en fait, c'est le deuxième graphe, donc c'est classement SEO sur mes produits. Donc, natural, c'est pour référencement naturel. Ça, c'est une analyse en première instance qu'on fait, en première intention, qu'on a fait sur un de nos clients. Alors, c'est souvent ces rapports-là, enfin ces pourcentages-là. En fait, nous, on détermine un ensemble de mots-clés grâce aux API Amazon, mais grâce aussi à la data qu'on va glaner au fur et à mesure. On définit un ensemble de mots-clés qui sont pertinents pour les produits que vend le client. Et en fait, on va définir sur ces mots-clés quelle est la position du produit du client. Donc là, on voit sur ce client-là, en l'occurrence, dans 77% desquels, il n'était même pas dans le top 50. Après, voilà, top 1, premier résultat en référencement naturel, c'était 8% des cas, top 2, 3, 5%. Donc voilà, ça permet d'avoir cette analyse-là, de potentiellement modifier les fiches produits, de contrecarrer avec du SEA et de prendre conscience en tout cas de son référencement global. Ensuite, identification, et c'est le dernier point de la partie essentielle de la marketplace et de notre réponse logicielle, identification automatique des fiches produits problématiques et des potentielles contrefaçons. Donc là, de la même façon, on va parcourir avec des algorithmes la marketplace et on va, en reconnaissance d'image, reconnaissance sémantique, là on utilise de l'intelligence artificielle, on va reconnaître en fait les produits qui ont des photos problématiques ou qui ont des descriptions produits douteuses. Et donc, du coup, on va, par ce biais-là, identifier des produits qui seraient à traiter, soit reprendre l'ownership, soit dénoncer une contrefaçon, entre guillemets. D'ailleurs, l'IA, on l'utilise aussi sur la partie SEO pour en fait, générer du mot-clé pertinent automatiquement. Voilà pour ma partie essentielle de la marketplace. On va passer à la publicité qui va du coup être prise en main par Dorian. Oui, c'est pour moi. Merci, Denis. Du coup, la publicité, une opportunité. Alors, oui, bien sûr, mais à faire, voilà, il y a des mises en garde, il faut faire attention. Donc, je vais vous parler, moi, de l'image de marque dans un premier temps. Alors, comme on vient de le voir avec Denis, hein, l'algorithme et les milliards de données d'Amazon sont complexes à récolter, à classer, à analyser. Il en reste néanmoins une énorme source d'or, hein, vraiment, clairement. Presque tout existe sur Amazon aujourd'hui, et peut-être même vos produits sans que vous le sachiez. Une petite anecdote de mes clients se lance sur Amazon, vendeur central direct, 300 produits. Amazon l'a choisi, mais la marque est déjà présente, vendue par des dizaines de revendeurs. Donc, ce client nous appelle, on travaille ensemble, on fait une veille, de l'analyse, et on se rend compte qu'il y a plus de 1500 produits déjà vendus par d'autres qui ne sont pas dans ce catalogue. Donc, une vraie question sur la propriété, sur l'ownership. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc, là, trois choses clairement qui sont importantes, la notoriété, la visibilité et la propriété, l'ownership. Donc, la notoriété, c'est la récolte de data pure avec une analyse et ça nous permet d'évaluer s'il y a des besoins de rectification, comme on vient de le voir avec Denis sur le SEO, par exemple.
Pour la visibilité, c'est le même principe, mais avec le SEA dedans, bien sûr, parce que c'est de l'analyse de SEO et de SEA qui sont complémentaires. Hein. Et pour bien comprendre où est-ce que vous vous trouvez, comment vous êtes positionné par rapport aux concurrents, aux termes de recherche, qui sont quand même le nerf de la guerre. Hein. Voilà, ça, c'est les premières analyses qu'il y a à faire pour qu'on peut comprendre où on est. Une fois qu'on sait ça, on a toutes sortes d'informations, mais ce qui est essentiel dans un premier temps, c'est d'enregistrer sa marque. Le brand registry qu'Amazon propose depuis quelque temps maintenant, cela permet une grande liberté en tant que possesseur, que fabricant d'une marque. D'abord parce que vous pouvez rectifier vos fiches produits qui étaient déjà existantes avant que vous arriviez, mais elles vous appartiennent dès lors que vous avez enregistré votre marque. Et puis, vous pouvez dénoncer aussi, ce que disait Denis tout à l'heure, les contrefaçons existantes. S'il y a contrefaçon, c'est difficile de dénoncer. Si vous êtes la marque, vous êtes complètement légitime de faire ces dénonciations. Donc, voilà, grande liberté avec cette marque, enregistrement de marque. Une fois que la marque est enregistrée, il y a une deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est le store. Le store, c'est gratuit, mis à disposition. Il y a un peu de travail, mais c'est fait en quelques heures, on va dire. Hein. Et clairement, ça truste des ventes, des nouvelles ventes, grâce au store, gratuitement. Donc, ce n'est pas du SEA, c'est de l'aide à du SEO, à du référencement. Du coup, enfin, une fois que ce store est existant, en fait, le store, c'est une vitrine, hein, c'est un mini-site dans le site Amazon. Ça met en avant votre marque, vos gammes et vos produits avec des photos. Vous pouvez le construire un peu à votre image, comme vous voulez. Il y a différents templates. C'est assez sympa, d'ailleurs, à faire. Et enfin, une fois qu'on a enregistré sa marque, qu'on a son store, qu'on sait où on est, qui nous revend, on peut faire de la publicité SB, Sponsor Brand, qui est spécialement conçue pour récupérer et garder son image de marque. Donc, c'est une publicité, c'est une bannière. On la verra un peu plus loin, je vous montrerai. Du coup, c'est une bannière qui montre 3 produits, vos produits phares que vous avez choisis, votre logo et avec un lien qui renvoie directement vers votre store et votre catalogue en interne. Ça peut être vraiment intéressant. On en reparlera aussi. Sponsor Brand, c'est intéressant, mais en termes de ROI, quoi, de ROAS, de retour sur investissement, ça peut être un peu limite. Mais on en reparlera un peu plus tard. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque slide, donc il y a ces 3 points, puis je vous donnerai un petit tips enfin, juste sur le graphique que vous voyez. Voilà, dans notre tableau, nos dashboards, nous avons des affichages qui se font en fonction des demandes des clients. Et par exemple, nous pouvons analyser vraiment qui fait de la publicité à côté de vous sur des références ou sur des mots-clés. Et on voit comment on est positionné. Là, en l'occurrence, notre client qui a les barres noires est premier partout. Voilà, donc le petit tip, allez, ownership, on va dire SEO, c'est mettre le nom de votre marque. Si elle n'est pas très connue, on va se dire, bon, ça ne sert pas à grand-chose, les personnes ne la recherchent pas. Quand bien même, mettez votre marque ou quelque part sur une fiche produit, soit dans le titre, soit dans les bullet points, soit dans la description. Alors, ça ne coûte rien, c'est juste du SEO en plus, c'est caché, c'est discret, mais ça marche. Donc, voilà, petit tips sympa. On passe à la suite. Du coup, la publicité opportunité, on est toujours dedans, hein, bien sûr, oui. Est-ce que je dois faire de la publicité pour les lancements de produits? C'est une question qui est souvent posée. On a des nouveaux produits, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait de la pub tout de suite? Voilà, bon. Je vous ai fait un petit nuage de mots qui reprend un peu toutes les notions importantes. Donc, la notoriété de votre marque, on vient de le dire. Est-ce qu'il y a de la concurrence? C'est très important. Est-ce que vos prix sont bons? Est-ce qu'il y a déjà de la publicité, des sponsors produits, des sponsors brand? Est-ce que votre SEO est bien travaillé? Est-ce que vous avez un store? Donc, une fois qu'on a ça, qu'on a travaillé un peu tous ces éléments, on a 3 cas de figure. Donc, votre produit est existant. C'est un produit qui est déjà connu et déjà existant sur la plateforme, du même genre, du même style ou un ancien modèle. Et vous voulez lancer le nouveau produit. Du coup, on va pouvoir profiter des données déjà générées et spécialement utiliser les mots-clés associés
qui sont le nerf de la guerre chez Amazon, qui fonctionnent au CPC, le coût par clic. Hein. Dans ce cas, si votre produit est déjà existant chez des concurrents ou dans des grandes gammes, ça vaut vraiment le coup de faire de la publicité sur ces produits. Le deuxième élément, c'est les produits innovants. Vous êtes une marque, vous avez un produit qui n'existe pas encore dans votre gamme. Disons, vous êtes Adidas et vous lancez des chaussures de ski. Voilà, ça n'existe pas dans votre gamme. Par contre, oh, pardon, excusez-moi. Ah, c'est les aléas du direct. Ça me rappelle quand je faisais de la télé. Tu ne réponds pas, Dorian? Non, je ne réponds pas, ça doit être moins important. Du coup, pardon, où j'en étais. Votre produit Adidas, la chaussure de ski. La chaussure de ski, elle existe déjà chez d'autres concurrents. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est grâce au SEA et au SEO, on va pouvoir récupérer tous les mots-clés déjà existants pour lancer une pub qui sera sans doute performante, alors que ce produit est complètement nouveau chez vous. Et enfin, le produit concept. Alors ça, c'est un peu particulier, mais je suis sûr que vous devez connaître certains cas. C'est un produit qui est concept, pas connu, pas recherché, presque inexistant. Dans ce cas, la publicité n'est pas opportune dans un premier temps. J'ai pour exemple une gamme de jouets, du upcycling avec une base de fabrication des bouchons de bouteilles. Ni le SEO ni le SEA lié au upcycling, aux bouchons en plastique ou aux jouets ne m'a permis de bien placer les produits. En fait, c'était trop complexe. Du coup, on s'est dit, bon, ben, ce produit, on ne le lance pas en pub. Par contre, on travaille à fond le SEO. Et là, pareil, c'est le SEO petit à petit qui va faire remonter les produits. Et là, d'ailleurs, pardon, je vous ai mis un petit exemple d'une publicité SP, donc sponsor product, de mettre une mise en avant d'un produit complètement nouveau. Là, c'est du champagne et des nougats. C'est un produit cadeau de Noël. Et en fait, j'ai pu me servir de tout ce qui était mots-clés liés au champagne et de tout ce qui était mots-clés liés au nougat, plus tout ce qui est cadeau de Noël, pour enrichir ma publicité et faire un très bon travail de SEA. Avec un produit, on va dire, innovant, pas complètement nouveau. Pareil que les précédentes slides, je vais vous donner pour celle-ci, un petit tips SEO launch pour lancer vos produits. En fait, il y a des petites choses qui sont assez simples à faire, c'est bien détailler la description et le détail des produits sur les fiches produits, surtout pour les nouveaux produits. Vous pouvez enrichir votre fiche produit avec du contenu A+, qui explique quel est votre produit, pourquoi il est fait, comment on l'utilise. Et après, on peut même aller plus loin, ça se fait de plus en plus. À côté des photos, vous pouvez mettre une vidéo qui montre quelle est l'utilité ou le produit en action. Ça, c'est très opportun justement pour les produits un peu concept. Voilà pour le petit conseil SEO sur un lancement de produit. Du coup, je passe à la suite, puisque Amazon, c'est bien tout au long de l'année, mais il y a des offres, des deals, comme on les appelle, régulièrement. Donc, est-il pertinent de faire la publicité sur les jours de deal? Là, vous voyez, il y a une publicité, c'est une bannière, une SB, j'en ai parlé tout à l'heure, donc sponsor brand. Vous voyez la marque en haut à gauche de la bannière, les 3 produits qui sont mis en avant. Du coup, pour les deals Amazon, on pourrait se dire, allez, on va faire de la publicité, ça vaut le coup. Mais comme tout à l'heure, un petit nuage de mots qui reprend les essentiels. D'abord, le budget. Si vous n'avez pas de budget, ça va être compliqué. Donc, avoir du budget, c'est vraiment essentiel. Bien marger, calculer le ROI, le retour sur investissement. Ça, c'est très important. Et savoir aussi, se dire, OK, la concurrence est là, est-ce qu'elle va être là les jours de deal? Alors oui, il y a beaucoup de trafic ces jours-là, les gens cliquent à gogo, mais c'est peut-être pas si opportun. Donc, on voit à gauche les 3 notions qui sont importantes, c'est votre catalogue, la concurrence et vos objectifs. Votre catalogue est-il calibré pour les deals? Ça, c'est à vous de le savoir, mais en gros, on ne vend pas des élastiques pour Cybermonday. Et quand bien même, si vous faites de la publicité pour Cybermonday avec des élastiques, est-ce que les acheteurs
vont aller acheter des élastiques, des produits pas très chers le jour de gros deals. Je ne pense pas. Donc, en gros, votre catalogue donne en partie la réponse à cette question de est-ce que je dois participer à ce deal. Après, il y a la concurrence. Elle peut être très développée, très agressive, très agressive. Dans ce cas, la veille en SEA vous donne aussi des réponses. Hein. Alors, il faut faire attention parce que si il y a une concurrence importante en jour de deal, l'achat de mots-clés et de CPC serait vraiment du gaspillage. Donc, avoir attention, donc votre catalogue OK, la concurrence, si elle est là et comment elle est par rapport à vous. Si vous êtes la concurrence agressive, allez-y et ça va dealer. Enfin, vos objectifs. Tout en dépend, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le budget et la marge. Les deals peuvent être profitables dans certains cas, mais c'est plus au niveau du volume hein, que ça se passe parce que si les marges sont bonnes, vous avez du stock, du budget, ça va. Mais en fait, on se rend compte souvent que les deals, le rapport n'est pas excellent et quand bien même, quand on met tout à bout, tous les coups les uns aux autres, à la fin, on n'y gagne pas tant que ça. Donc, faire très attention pour les deals en publicité. Moi, stratégiquement, avec beaucoup de clients, je laisse profiter les clients de Amazon normalement au jour de deal. C'est-à-dire qu'ils sont actifs, ils cherchent la bonne info, le bon prix, et bien ils tombent sur mes produits parce qu'il y a eu un bon SEO travaillé dessus. Alors, il y a pareil, un petit conseil, un petit tips à faire si vous faites de la publicité déjà avec le SEA. Il y a un truc tout bête, c'est juste mettre des mots-clés associés au deal dans vos campagnes de publicité. Je l'ai fait, moi, chez Amazon, quand je bossais et quand je créais des campagnes de publicité. C'est-à-dire qu'à chaque deal, on associe. Alors, ne pas mettre juste le deal. Vous ne pouvez pas écrire Black Friday dans votre campagne. Par contre, si vous vendez des baskets, vous mettez, ou des luminaires, vous mettez lampe Black Friday luminaire, et ainsi de suite. Vous allez créer en SEA, en fait, ça va rebondir dans l'algorithme d'Amazon et ils vont se dire, ah tiens, lui, il a mis Black Friday dans sa publicité, on le fait remonter le jour du Black Friday. Ça, c'est des petites choses à faire. Bon, ça demande du boulot en plus, mais c'est intéressant. Voilà, donc là, on fait un petit tour sur les deals Amazon. À voir, tout dépend de vous, mais faites vos calculs vraiment précisément pour ne pas avoir de surprise à la fin. Ça me fait passer à la suite, pardon, qui est les opportunités liées au logiciel et à l'intelligence artificielle. Alors, on l'a vu déjà, comme sur cette demi-heure qui vient de passer, hein, les datas doivent être récoltées, traitées, pour être visualisées, pour analyse, pour une mise en place d'actions stratégiques. C'est pourquoi nous, vu les demandes qu'on a eues en ayant fait de la veille avec nos clients, chez Parly, où on a créé des dashboards, des tableaux de bord, en fait, sur mesure et personnalisables, comme on le voit sur cette slide d'ailleurs. Hein. Là, c'est le cockpit publicitaire d'un client, un faux, on va dire. Hein. Du coup, en fait, sur ce tableau, on s'aperçoit deux choses. Bon, d'abord, vous voyez, si vous reconnaissez qu'on est un peu plus visuellement inspiré par Google que par la plateforme dont on parle. Mais bon, ça, c'est plutôt personnel dans l'équipe, dans la société. Enfin, une fois que les datas sont là, qu'on a analysé, que vous avez créé vos publicités, tout à droite, on le voit pas très bien, mais je vous le dis, de toute façon, c'est pas grave. En gros, il y a des endroits où on place vos objectifs. C'est-à-dire vos objectifs, vous les rentrez. Et une fois qu'ils sont enregistrés, tout ce qui est travail qui va être effectué après sera en fonction de ces objectifs. Donc, les objectifs sont fixés directement sur la console et l'intelligence artificielle qui est pluguée à Amazon via une API, notre robot en fait, hein, il va modifier à souhait tout ce qui est possible. Comme toujours, pour tendre vers ces objectifs. Et donc, en l'occurrence, là, sur ce cockpit-là, c'est l'ACOS, le target ACOS, qui est la notion cible, tout à droite. Et donc, on voit que la première campagne, elle est à 4,2 et que le target, il est à 4, que la deuxième, elle est à 7, que le target, il est à 6, que la troisième, il est à 8, que le target, il est à 8. Donc, au fur et à mesure du temps,
l'intelligence artificielle travaille vraiment dans ce sens pour que vous atteigniez vos objectifs. En fait, pour faire simple, vous fixez vos objectifs. La stratégie est définie par une personne de mon équipe ou par moi-même. Ensuite, nous passons le relais de décision aux algorithmes et à l'intelligence artificielle qui décidera, elle, de prendre des actions, baisser, augmenter les enchères, les bids de tel ou tel mot-clé, de tuer ou de rajouter des mots-clés en fonction des performances, d'ajuster les budgets d'une campagne à l'autre. Et bien sûr, la force de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle continue de travailler le week-end et même la nuit quand vous dormez. Voilà cette slide détaillée. Je vais passer la main et le micro à Denis. Merci Dorian. Merci Dorian. Intéressant. Donc la dernière partie, c'est la question du prix. Je vais essayer de passer un peu plus vite que ce que j'avais prévu parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc c'est une très bonne chose et elles sont toutes intéressantes. Donc alors la question du prix, c'est une question centrale sur Amazon. Hein. Aujourd'hui, quelle stratégie prix avoir sur Amazon quand on est une marque? Alors, les best practices là-dessus, ça va faire, en tout cas, ce qu'on conseille, nous, c'est faire la veille des distributeurs, analyse des marques concurrentes, veille hors Amazon et testing de prix et élasticité. Donc, veille des distributeurs, c'est, là, on le voit sur la droite, par exemple, si on vend, on a marque Nux, on vend des soins prodigieux, on va voir que notre produit est vendu par différents acteurs à différents prix. Donc, on voit de 52,78 chez Mille et Une Pharma à 59,90 chez Cocoon Center. Donc là, on voit d'ailleurs que c'est hors Amazon. Hein. Nous, de toute façon, c'est ce qu'on préconise de ne pas faire une veille uniquement Amazon, parce que ça permet notamment d'avoir une vision prix globale. Et même s'il y a une partie des acteurs qui sont captifs, des consommateurs qui sont captifs d'Amazon, donc des comportements semi-captifs, notamment par le biais des programmes Prime, c'est quand même très intéressant de voir le reste du marché. Donc, voir la distribution de son prix pour pouvoir positionner un prix cohérent, faire la veille des distributeurs, analyser aussi les distributeurs plus ou moins agressifs de nos produits, analyser les marques concurrentes. Donc là, c'est le graphe juste en dessous. Donc là, à chaque fois, je vous présente quelques graphes de la plateforme. On a tout un ensemble d'analyse cohérente. Là, ce graphe-là, il permet de voir les écarts entre mes produits et la concurrence. C'est des produits similaires. Donc, on voit en fait qu'il y a un spread de prix sur chacun de mes produits, puisqu'on va avoir un prix mine et un prix max. D'ailleurs, pour info, on est passé sur de l'huile pour moteur, là, du Total Quartz, du Valvoline. Alors, en fait, c'est pas la même huile. Elle est moins prodigieuse probablement. Il ne faut pas la mettre sur son visage, en tout cas. Et du coup, vous allez voir que vous allez avoir le prix mine, le prix max, le premier quartile, troisième quartile, le médian. Le premier quartile, troisième quartile, c'est symbolisé par le cylindre gris, le médian par la barre bleue, et ça va vous permettre en fait de voir le positionnement de vos produits dans ces différentes déclinaisons prix versus les produits équivalents concurrents ou même équivalents dans votre propre gamme. Donc ça, c'est très important pour finalement savoir de quoi on parle. Donc la veille de prix des distributeurs, la veille de prix de marque concurrente, la veille à Amazon, ça permet d'avoir un range de prix. Et après, le testing de prix et d'élasticité, c'est une des bonnes pratiques aussi, qu'on fait d'ailleurs en testing via IA quand on est pour nos clients seller, pas vendor puisqu'on ne veut pas toucher le prix, mais en seller, du coup, l'idée, c'est de tester différents prix. Donc là, on voit que le produit Nux, il peut être vendu entre 52 et 59 euros a priori, puisque c'est des déclinaisons de prix. L'idée, c'est de tester un range de prix sur des temps assez longs et de déterminer en fait quel est le point optimum de prix et par une régression de tester des hypothèses et ensuite de tester différents points prix. Donc, sur la partie, alors, autre cas de figure, des retailers ou les marques en concurrence avec leur propre réseau de distribution, puisque si vous mettez à distribuer en seller, vous êtes en concurrence avec vos distributeurs tiers, autres Amazon. Et donc là, du coup, le point essentiel, c'est de récupérer la buy box, puisque la buy box, ça représente 95% des ventes sur un produit. Si pas de buy box, pas de vente. La façon la plus immédiate de récupérer la buy box, c'est le changement de prix. C'est souvent le produit le moins cher qui remporte la buy box. C'est pas tout le temps vrai. Je vais vous dire juste après pourquoi. La guerre des robots. Alors, c'est aujourd'hui en fait Amazon, c'est la guerre des robots, quoi.
c'est Terminator, quoi. Il y a des robots qui se battent entre eux, qui sont tous des robots de prix, qui sont plus ou moins intelligents, et du coup qui vont en fait avoir une incidence sur le niveau de prix global. Et si vous les rentrez sur la marketplace et que vous avez de la concurrence, il semblerait opportun de se doter d'un robot de repricing. Amazon en a un gratuit, robot de repricing. Alors rien n'est gratuit chez Amazon en particulier. Et du coup, en fait, quand vous donnez vos données de prix à Amazon, bien souvent, Amazon les réutilise derrière et va contacter, si vous êtes un seller, potentiellement la marque avec ces informations-là. Et l'algorithme d'Amazon pour déterminer la buy box, je vous disais que c'était très centré sur le prix, mais il y a aussi des éléments qui vont être en fait l'ancienneté de votre shop, la notoriété de votre shop, le nombre d'avis sur votre shop, le délai de livraison, le fait que vous soyez FBA, FBM, donc Prime ou pas Prime. C'est déjà pas mal. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet algorithme-là, du coup, on va pouvoir un peu en reverse engineering, nous, on a une grosse centaine de clients qui utilisent le repricing sur Amazon, donc on a un nombre de data assez phénoménal et on a en fait un peu analysé l'algorithme d'Amazon et on voit quels sont des fois, on peut prendre la buy box tout en ayant un prix supérieur au prix de la buy box. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en général, ça court-circuite les robots et puis ça vous permet aussi de remonter le prix de votre produit. Enfin, et on va passer à la conclusion et aux questions juste après cette slide. Donc, la question du prix, l'opportunité logicielle. Aujourd'hui, en fait, la veille tarifaire chez Parly, elle est automatisée. Donc, en fait, si vous n'automatisez pas votre veille, c'est soit vous qui avez passé du temps, une fois en confinement, on a le temps, mais espérons qu'un jour on ait le droit de sortir de nos garages. Et sinon, c'est beaucoup de stagiaires plutôt malheureux, quoi. Donc, l'idée, c'est d'automatiser la veille tarifaire, du coup, comprendre son positionnement de prix, le positionnement de ses concurrents également. Ensuite, d'avoir une politique de repricing intelligent automatisé. J'en ai parlé un peu en filigrane, mais en gros, le but, c'est de changer le prix de la meilleure façon possible. Quand on a des robots de repricing en face, de jouer un petit peu avec les robots dits simples, parce que si on est capable d'avoir un robot qui s'aligne sur nous à la baisse, très souvent, il s'aligne sur nous à la hausse aussi. Donc, par exemple, c'est juste un petit type facile qui est utilisé par l'IA pour remonter les prix sur la marketplace. Pareil, les robots ne passent pas tous à la même vitesse. Les robots agrégateurs de flux, Lengo, PrestaShop, Shopping Feed, je veux dire, passent à des fréquences plus larges. Et d'ailleurs, c'est souvent, on a un partenariat fort avec ces deux acteurs-là. Et bien souvent, en fait, ils préconisent d'avoir un repricer plus rapide sur la marketplace quand on est seller ou quand on est en concurrence avec ce revendeur. Juste pour donner une petite info sur le niveau de prix qu'on peut changer, dans les périodes de pic, on va changer jusqu'à 500 000 prix par jour sur des catalogues de 10 000 références. Voilà, autant vous dire que c'est mieux que vous alliez passer du temps avec vos enfants ou votre conjoint plutôt que de changer les prix autant de fois par jour. Et enfin, et là c'est un peu le dernier étage de la fusée, et je fais une reprise des éléments d'Orient. Si on rajoute à ça la publicité automatisée, finalement on fait de la pub uniquement dans les cas de figure où on est bien positionné et dans les cas de figure dans lesquels en plus on va être potentiellement en stratégie de pricing power, c'est-à-dire qu'on va augmenter le prix tout en ce qui va augmenter la marge, mais qui va nous permettre aussi d'augmenter l'investissement publicitaire pour aller gagner des positions et donc de la notoriété sur le produit. Voilà, on peut en parler plus largement, mais là j'ai envie de passer aux questions. Je te laisse donner assez rapidement, Dorian, les derniers éléments pour finir, les quelques types. Ouais, juste oui, pour finir, donc les nouveautés d'Amazon et les choses à faire attention quand même. Donc, bon, les deux grosses nouveautés, je trouve, qui sont intéressantes, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont bien et d'autres qui sont moins bien, vraiment. Il y a Amazon Vine, que si vous ne connaissez pas, c'est à découvrir. En fait, l'idée, c'est d'envoyer un certain nombre de produits, un petit lot, à un club de testeurs
Quelques jours après, pour les nouveaux produits, c'est vraiment intéressant. Les produits en question seront notés avec en général 4 à 5 étoiles et des commentaires sympas, intéressants le plus souvent. Cette possibilité est vraiment super, voilà, pour les nouveaux produits qui n'ont jamais eu encore de commentaires. Le Born to Run, qui est spécialisé pour les vendeurs. C'est conçu pour les vendeurs. En fait, cela permet à tous ces vendeurs qui sont en mal de contact avec les vendeurs managers d'Amazon, à peu près tous du coup, de forcer Amazon à commander certains produits que vous avez choisis. Or, souvent, les nouveaux produits ne sont pas commandés par Amazon. Cette possibilité, ça permet de générer une commande pour un maximum de 10 000 euros. Mais si ces produits sont vendus sur Amazon, Amazon automatiquement les recommandera. Donc, c'est une bonne chose à tester pour tout ce qui est nouveaux produits qui rentrent dans le catalogue. Enfin, les nouvelles plateformes EU5, donc Amazon après la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre, s'agrandit avec 3 nouveaux pays, la Suède, les Pays-Bas et la Pologne. Alors la Pologne, le plus grand pays par nombre, il faut savoir que les Polonais sont friands d'Amazon, ils n'attendaient que ça. Donc c'est un pays à conquérir, clairement, en quelques clics. Les Pays-Bas, c'est un peu plus compliqué. Il était temps. Amazon France a été créé aux Pays-Bas, à Amsterdam, début des années 2000 d'ailleurs. Et en fait, les Hollandais ont toujours été réticents et ils ont enfin accepté. Du coup, la difficulté pour nous, Français ou vendeurs sur Amazon France, c'est que si on veut se lancer sur cette plateforme, les Hollandais sont déjà champions du e-commerce. Tous bilingues, ils commandent déjà chez leurs voisins les plus proches, en Angleterre ou en Allemagne. La Suède, alors c'est récent aussi, ça va être intéressant, je pense, mais c'est un peu trop récent pour avoir un retour d'analyse aujourd'hui. On surveille de près. Enfin, quelques petits warnings, des choses qu'il faut vraiment faire attention. On a eu plusieurs cas de figure ces derniers mois. En fait, quand vous changez votre adresse email, si vous voulez la modifier pour une entreprise ou que vous avez un ancien compte, faites très très attention. Là, vous allez, si ça vous arrive et que Amazon s'en aperçoit, vous pouvez être soupçonné de usurpation d'identité et vous allez avoir votre compte suspendu, même si c'est vous qui avez fait entre guillemets l'erreur. Mais bon, pour éviter ça, attention aux adresses email. Le partage des connexions, essentiel. Créez des comptes pour vos collaborateurs. N'utilisez jamais les codes d'accès, les mêmes codes d'accès simultanément et sur des adresses IP différentes parce que Amazon traque les adresses IP et les connexions. Du coup, qu'est-ce qui va vous arriver? Suspension de compte, raison, usurpation d'identité. Et enfin, l'ACB, pour faire de la publicité et pas que, la carte de crédit est une sécurité en plus d'être une preuve d'identité. Ceci étant, elle s'expire. Changez dans vos consoles, dans votre console Amazon, votre carte avant qu'elle expire. Si elle expire, c'est trop tard. Vous serez suspendu. La raison, problème de paiement failure, votre compte sera suspendu. Voilà, je voulais juste finir sur ça pour éviter des désagréments futurs. J'espère que l'ensemble de ces éléments partagés vous seront utiles. Denis, je te laisse la main et le micro. Oui, alors, merci Dorian. Alors pour info, on va vous partager là pour vous remercier pour votre participation. On va vous partager un test gratuit de nos solutions là pendant 2 semaines. Après, là, je commence à prendre les questions dans l'ordre. Alors, Loïc qui nous demande, qui n'arrive pas à vendre en fait ses produits sur Amazon Mexique, savoir si on a des intervenants en réel. Alors, en fait, aujourd'hui, nous, on intervient essentiellement sur les Europe et UE5, donc les 5 marketplaces européennes, et les 3 nord-américaines, donc Canada, Mexique, États-Unis. On a des consultants qui sont par contre tous en Europe, mais qui parlent des natifs espagnols, anglais, allemands, italiens, qui vont pouvoir du coup adresser chacun des marchés qui vont être experts de leur marché. Alors, si Loïc, tu n'arrives pas à vendre tes produits sur la marketplace, il n'y a pas de raison particulière
que tu n'y arrives pas étant donné que tu proposes des parfums à l'intérieur et des shampoings gel douche. C'est des produits qu'on a aujourd'hui. Donc là, l'idée serait peut-être de voir si on peut t'aider sur le sujet. Rien n'empêche par ailleurs d'aller vendre sur une autre marketplace que celle du Mexique si le démarrage au Mexique est plus compliqué. Donc ça, je te propose qu'on en parle après le webinaire. Désolé du coup de pas forcément avoir été aussi interactif que certains le souhaitaient, mais voilà, on voulait vous donner aussi du contenu. C'est notre premier webinaire dédié à Amazon. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc peut-être qu'on fera un webinaire plus interactif à l'avenir et ça sera avec grand plaisir. Je vois qu'aussi il y a beaucoup de questions. J'ai une question intéressante. Alors, elles sont toutes intéressantes, hein, mais forcément il y en a beaucoup. Je vais en passer certaines. Je vais en poser une à Dorian aussi. Ouais, moi aussi, je vais en piocher une là, de Maïlis. Maïlis, je suis auteur indépendante. Est-ce que ces conseils s'appliquent sur Amazon, dans les cas en particulier de SEO? OK, pour la publicité. Alors, pour les auteurs, c'est particulier. Moi, j'ai travaillé pour Amazon Advantage, d'ailleurs, qui était spécialisé sur tout ce qui est produits littéraires et musique et DVD. Et en fait, pour les auteurs, c'est très compliqué parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que soit vous êtes connu, et dans ce cas-là, vos autres livres et votre nom sont recherchés et font ressortir votre produit, soit c'est difficile de se faire connaître avec du SEO. Ce que je conseillerais, moi, c'est plus se rapprocher en faisant peut-être de la publicité sur le genre de votre livre. Est-ce que si c'est un roman, ça peut être aussi compliqué. Mais voilà, pour les auteurs, on a d'ailleurs testé un client pendant un mois, c'est compliqué. Moi, je ne conseille pas de faire la publicité sur du livre, dans un premier temps. Ok, super. Merci Dorian. Du coup, je voulais te poser aussi la question de Antoine. Nous avons une boisson, Amazon nous achète ou garde des stocks de notre produit afin de les vendre. Où envoyons-nous les produits nous-mêmes? Donc en gros, la question, c'est quel est le meilleur mode de distribution selon toi sur une boisson si Antoine, si tu peux rajouter en chat des infos, quel type de boisson. Mais est-ce que tu as déjà une réponse, toi, Dorian, à apporter à ça? Attends, pardon. Savoir si c'est intéressant de faire la publicité? C'est Non. quoi le meilleur mode selon toi de distribution quand pour une boisson, est-ce que c'est Alors, il faut Wonder, faire attention. Ouais, il faut faire attention à tout ce qui est périmable sur les produits, sur les consommables, en fait. Donc, sur le stock, Amazon, c'est toujours bien qu'ils aient du stock parce que je ne sais pas Dorian, comment. Oui, pardon. c'est une boisson relaxante aromatisée au chanvre. Ah, ben oui, ben pourquoi pas, ça doit exister, ça, les trucs au chanvre. Donc, on peut profiter du SEO, mais non, mais c'est pas ça la question. Du Mais coup, tu le la vendrais question. comment, toi, du coup? Plutôt FBA, FBM ou vendor? Alors, si on peut être vendeur, c'est le top, mais il faut que Amazon nous contacte pour ça. Sinon, après, euh, il faut voir parce que ça dépend de comment c'est conditionné. Est-ce que c'est une petite taille? Est-ce que c'est des gros cartons? Parce que dans le FBM ou le FBA, il faut faire attention aussi à tout ce qui est retour et à frais de livraison. Donc, il faut vraiment prendre un peu toutes les possibilités, faire un peu ses calculs pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. D'ailleurs, ouais, ça me fait penser alors à un point on pourrait, enfin que j'avais omis là dans mes présentations. Le mieux, d'ailleurs, c'est souvent d'être hybride. Alors ça nécessite analyse tout de même de chaque cas, mais le fait d'être hybride seller-vendor est très intéressant. Notamment parce que déjà Amazon ne va pas forcément vendre toute votre gamme. Bon, là, Antoine, j'ai l'impression que tu as plusieurs gammes quand même, tu as plusieurs conditionnements en moins. Donc Amazon ne va pas forcément vendre toutes vos gammes. Et après, dès que vous lancez un nouveau produit, c'est super intéressant de tester en repricing son point prix optimum avant en fait, de le mettre dans les mains d'Amazon où vous allez perdre la notion de prix. Et souvent, on a des clients qui font le haut, nouveau produit, nouvelle gamme en seller pour gagner de la connaissance prix, de la data, qui vont avoir un cycle de vie maturité avec Amazon en vendor et profiter de la force de frappe, et qui vont finir tout ce qui est fin de série en seller à nouveau, puisque Amazon n'en voudra plus.
Ok, Après, merci. Je prends la question de Thomas Ambroise. Bonjour, nous sommes sellers. Amazon nous contacte. Ils nous promettent 3 fois ou 4 fois plus de ventes. Qu'en est-il? Est-ce que vraiment une accélération des ventes? Alors, oui, c'est sûr qu'il y aura sans doute une accélération de ventes. Par contre, ça ne sera pas au même prix. Donc, l'idée, moi, je pense que quand vous êtes déjà seller, ce que disait Denis tout à l'heure, vous pouvez dire oui à Amazon en considérant de garder les deux comptes. Et vous pouvez jouer sur ces deux comptes en fonction des prix, des produits, certains produits en vendor, d'autres produits en seller. Mais c'est certain que vous allez avoir une augmentation des ventes et même que les ventes du seller vont être tirées vers le haut grâce aux vendeurs. Voilà, pour Thomas, j'espère que j'ai répondu à sa question. bon, après, un bon moyen d'augmenter les ventes, c'est quand même la publicité ciblée. Ce qu'on remarque hein, d'une manière générale, c'est qu'on fait au moins on fait entre 15% et 150% des ventes en naturel avec de la publicité. Et on n'a pas forcément sur des budgets énormes, hein, entre 500 et 1000 euros par mois, des fois moins. Donc, pour vous donner quelques éléments. Ensuite, il y avait Calixte qui posait aussi une question intéressante. Je comprends bien comment créer des produits sur Amazon France, cependant, comment créer des boutiques multilingues pour vendre en UK, Italie, Pologne? Quelles sont les étapes à suivre? Suffit-il simplement de dupliquer les mêmes produits? Ça, Dorian, je peux te laisser répondre? Oui, mais c'est à peu près ça. En fait, soit, alors deux cas de figure, soit votre produit est déjà existant sur les autres plateformes, parce que vous êtes revendeur. Si c'est votre marque que vous lancez dessus, c'est fait en quelques clics en fait, hein. Vous pouvez vendre globally, c'est ce qui s'était passé sur les autres plateformes, et maintenant ça continue sur ces autres produits. Donc en gros, il y a Amazon qui propose une aide à la traduction si votre produit n'est pas existant, et en fait c'est presque un duplicat de vos fiches produits françaises qui vont être effectuées sur les autres plateformes. Mm. Et je vois une question aussi de Charles. Donc, bonjour, étant SRL et qu'on associe, nous suivons de près notre comptabilité. Auriez-vous des tips pour gérer au mieux les justificatifs des transactions sur Amazon Seller Central? Car entre les rapports difficilement exploitables et les factures Amazon sur leur service, c'est compliqué. Alors, Charles, c'est une question qui est posée, enfin, c'est une épine dans le pied de beaucoup d'acteurs hein, qui fonctionnent avec Amazon, notamment la gestion des retours comptablement, c'est assez compliqué à gérer. Pour info, nous, on est en train de faire un module en bêta test avec certains clients justement pour aider en se pluguant sur l'API comptable, pour aider en fait les clients à mieux gérer leur comptabilité avec Amazon. Mais après, pour ce qui est des petits tips immédiats, peut-être que Dorian, toi, tu as une ou deux infos? Ben non, pas vraiment, parce que c'est vrai que c'est un gros point, hein, tout ce qui est comptabilité. Alors, bon, il y a l'EDI d'Amazon qui permet certaines choses, mais qui est quand même fait pour les gros, et puis ça coûte aussi. Non, c'est vrai que c'est complexe, il faut bien suivre, les rapports existent. C'est vraiment Amazon, c'est du self-service, hein, c'est l'idée. Donc il faut s'y mettre et aller chercher le maximum d'informations dessus. Après, si elles n'y sont pas, il faut les exiger parce que comptablement, vous devez avoir besoin de tout ce qu'il faut et elles doivent exister, ces ressources. Mmh, c'est certain. Ouais, bah écoute, du coup, Charles, bah, n'hésite pas à revenir vers nous si tu veux plus d'infos. Et Rémi, dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est toujours viable de se lancer sur Amazon en FBA en 2021, en canal de vente principal, malgré les commissions énormes d'Amazon? Vous nous conseillez de ne pas être dépendant d'Amazon en tant que vendeur. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense que. Alors, ça dépend si tu es une marque ou un seller, déjà, Rémi. Si tu es un retailer, la question des retailers sur Amazon et les marketplaces se pose, à mon sens. Est-ce qu'il y a la place pour un intermédiaire complémentaire entre la marque et la marketplace? C'est pas sûr à terme. Donc, ça vaut le coup, effectivement, peut-être de développer sa niche et
et sa clientèle en direct. D'autant plus qu'il y a des phénomènes perturbateurs comme des Amazon qui vont essayer de contacter les marques en direct sur vos best-sellers. Donc peut-être qu'en seller, moi je vous conseillerais effectivement d'envisager une stratégie avec un site fort pour le déployer. Sur la partie, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes seller sur le marketplace, il faut absolument que vous soyez très automatisé, que vous connectiez un maximum de flux, que vous fassiez du dropshipping avec un gros assortiment et que vous ayez une logistique et une automatisation de vos process imparables. Après, sur les marques, je pense qu'il y a tout à fait la place pour être en FBA ou en FBM ou en vendor. On a vu les différents intérêts des trois. Souvent, des marques font plutôt être attirées par du FBA en priorité parce qu'elles n'ont pas forcément la culture logistique du colisage de petits colis. Mais voilà, je pense qu'à terme, il y aura effectivement un déploiement fort. Enfin, les marques sont de plus en plus sont l'avenir en fait de la marketplace parce qu'elles vont aller de plus en plus en direct. Et là, pour le coup, une marque, à mon sens, il ne faut pas qu'elle se prive de ces gros outs que sont Amazon. Mais on parle beaucoup d'Amazon. Voilà, on a certains clients qui sont réticents à aller sur Amazon. Bon, ça reste une opportunité énorme. Et après, au-delà d'Amazon, c'est toutes les marketplaces aujourd'hui. On voit que c'est considérable en termes de part de marché. Il y a 3 ans, ils ont quasiment fait une croissance de 50% en 3 ans. Voilà, c'est que le début de ces marketplaces, c'est une consolidation du marché dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est absolument essentiel de se poser la question des marketplaces quand on est une marque. Parce que c'est une question qui a... En fait, des marques qui ne se posent pas les questions des marketplaces font 2% de leur chiffre d'affaires sur le web à peu près, de ce qu'on voit. Et après, les marques qui sont bien présentes sur les marketplaces, qui sont historiques, hein, on voit qu'elles montent jusqu'à 20%. Et donc ça, c'est sans citer toutes les marques purement digitales et d'NVB. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que ça a répondu à ta question, Rémi. Et donc, ok, bah, marque en Pologne, Rémi, ça peut être hyper intéressant aussi. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces transfrontaliers qui se manifestent à travers les marques, à travers les marketplaces. Et ça, c'est un sujet aujourd'hui avec ce que disait, ça rejoint la question de Calixte, qui était de comment la simplicité en fait de vendre sur les marketplaces internationales, que ça soit Cdiscount qui est en train de faire pas mal de partenariats, mais bon, qui reste quand même pour l'instant plutôt français, mais voilà, Amazon, où tu vas avoir la possibilité de déployer ta marque sur UE5 et maintenant UE8, on a vu UE8 avec Pologne, Suède, Hollande de façon très rapide. Donc, et avec en fait des gains aussi, tu vois, quand on fait du SEA, de la pub sur un client en France, on sert des data pour aller faire des campagnes efficaces en Allemagne, en Angleterre, etc. Ok, Private Label, d'accord. Private Label, ça marche comme une marque, mais n'hésite pas à en parler avec nous. Ok, bon, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. On a été ravis en tout cas d'échanger avec vous. Ça met un terme à notre webinaire. Et on en fera probablement un prochainement sur des sujets plus précis et on vous conviera. On va vous envoyer aussi un petit mail de remerciement avec votre free pass pour un test gratuit. Voilà. Merci beaucoup à tous. Très bonne continuation. Merci, au revoir.